Salut mes petits joueurs du 21e siècle, bienvenue dans Hermite Critique, l'émission critique d'Hermite. Aujourd'hui on va parler d'une saga magique, une saga qui a inspiré toute une génération. Je parle d'Harry Potter, allez, Avada Kedavra! Bon, comme vous savez sûrement, Harry Potter c'est 7 livres écrits par J.K. Rowling. Je vais pas m'étendre dessus parce que j'aime pas les livres et que j'aime pas J.K. Rowling. Non, je plaisante, j'aime juste pas ces livres. Et du coup, vous l'aurez compris, on va juste parler des films en tant que film et pas en tant qu'adaptation. Après la sortie des 3 premiers romans qui ont fait un carton, qui ont été un succès mondial et qui ont entraîné le suicide de nombreux d'éditeurs, eh bien, Warner Bros s'est un petit peu emparé du projet pour faire des films. Donc, comme cette saga est composée légèrement de 8 putains de films, ça fait beaucoup de films, du moins pour une seule vidéo, je vais le faire en plusieurs parties. On va commencer ici avec les 4 premiers films, donc on va commencer avec le numéro 1, Harry Potter à l'école des sorciers, sorti en 2001 et réalisé par Chris Columbus. C'est parti! Montage. Vous l'aurez compris, les 2 premiers films ont été confiés donc à Chris Columbus, à qui on doit de super films comme les Goonies, les Gremlins, Madame Doubtfire. M si tu comprends la référence à Cyber. Mais des petites merdes aussi, hein, comme Percy Jackson, les 4 Fantastiques, La Nuit au musée. Le premier est très bon, attention, hein. C'est les suites qui n'existent pas. Revenons donc sur la genèse du projet avant de parler de tout ce bordel. Déjà, le projet a été lancé par Spielberg, enfin Spielberg voulait réaliser le premier film, avec Haley Joel, le gamin qui joue dans Sixième Sens, c'est plus facile à prononcer. Mais J.K. Rowling a refusé pour la simple et bonne raison qu'elle voulait forcément un acteur britannique. Je déteste cette décision, je ne me l'explique pas. Après, beaucoup de noms de réalisateurs ont été évoqués pour réaliser les Harry Potter. Il y a eu Shyamalan, Zemeckis, et donc ça a été confié à Chris Columbus, qui n'a pas fait les meilleurs films de la saga. Et aussi, Tim Roth a été pressenti pour le rôle de Rogue, mais je suis content qu'ils aient pris Alan Rickman. Tout comme Hagrid devait être joué pas par Robbie Coltrane, mais par Robin Williams. Petit silence pour Robin Williams. Du coup, ça raconte quoi Harry Potter 1? Enfin, à l'école des sorciers. Alors, Harry est un orphelin qui vit chez des gros connards... c'est son oncle, sa tante et son bâtard de cousin. C'est un esclave, il vit sous l'escalier, il se fait martyriser par son cousin et sa famille, jusqu'à ce qu'il apprend qu'il est un sorcier et que du coup, il doit faire ses études au collège Poudlard, école de sorcellerie, école... dangereuse s'il en est, mais c'est pas grave, les enfants risquent de crever à chaque trimestre, mais on s'amuse, ça compte pas pour Gryffondor. Donc que dire de Harry Potter à l'école des sorciers? Est-ce qu'il mérite sa popularité? Eh bien, c'est un très bon film, même si pour moi ce n'est pas du tout le meilleur de la saga, comme j'ai dit précédemment. Eh bien cet opus réussit à nous offrir un monde magique, bluffant, avec des décors et des costumes qui sont saisissants, qui sont majestueux, qui sont tout ce que vous voulez. Et c'est d'ailleurs grâce à ces 2 choses-là que le film, pour moi, garde toute sa magie. Attention, hein, je ne déteste pas Chris Columbus, loin de là, seulement je trouve que dans ce film-là, sa réalisation elle est un peu aseptisée, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression de voir n'importe quel film, j'ai pas l'impression de voir vraiment un film de Chris Columbus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après, outre la réalisation assez basique de Chris Columbus, le deuxième problème et le fil rouge de l'histoire. C'est-à-dire que on suit l'intrigue du scénario, mais seulement celui-ci empiète sur les sentiments des personnages. Par exemple, vous allez me dire « Oui, t'as tort, Hermione, à un moment elle est triste parce que Ron il dit des trucs méchants sur elle, elle est dans les toilettes des filles, elle pleure, ouh. » Oui, je vais te dire oui. Seulement, il y a une bonne raison. Il s'attarde sur les sentiments d'Hermione pour la scène du troll qui suit après. Et du coup, faire avancer l'intrigue avec Quirrell, oh non, c'est Rogue le méchant, et voilà, et tout ça. Ferme-la. Bon, maintenant que nous avons parlé des défauts du film, on va passer aux qualités, parce que j'ai pas trop envie que vous me bâchiez sur YouTube, petit coquinou. Donc on va commencer par les acteurs. Oui, parce que c'est bien beau de parler des décors et des costumes, mais bon, les acteurs, c'est un peu important au sein d'une histoire. Pas d'acteurs, il y a du décor, mais t'as
T'as rien, quoi. Ouais. Donc on commence par les adultes. Eh bien, ils sont toujours justes, les adultes. Eh ben ouais. Que tu passes de Hagrid, Dumbledore, McGonagall, ils sont tous bons. Même si, quand même, il faut avouer que Michael Gambon est bien meilleur pour moi en tant que Dumbledore. Richard Harris, j'ai un peu de mal avec son Dumbledore, mais bon, R.I.P. in Peace. Et nous avons bien entendu le fameux Alan Rickman dans le rôle de Rogue, R.I.P. in Peace aussi. Ça commence à être un peu habituel, là, hein. Ouais. Non, plus sérieusement, Alan Rickman joue un Rogue qu'on adore détester et dont on a un peu peur, on avoue quand même. Hein. Enfin, moi, il me faisait flipper. C'est peut-être parce qu'il me faisait penser à ma tante bourrée, qui me battait. Bon, du côté des enfants, après, il y a du bon comme du mauvais. Il y a des paroles qui sont bien dites, qui sont correctes, les enfants jouent juste, et t'as d'autres répliques qui sont plutôt... Oh, tu fais de la magie. Voyons ça. Tu appelles ça jeter un sort. Avoue que ce n'est pas une réussite. Je te déteste, Hermione. Je te déteste. Et putain, bonjour l'univers magique, hein. Bonjour le communautarisme, hein, les mecs. T'es un Gryffondor, t'es un gentil. T'es un Serdaigle, t'es un intello. T'es Serpentard, t'es un Colonine nazi. Et t'es Poufsouffle, t'es un Secpa. Oui, je suis énervé. Ouais. Je suis un Serpentard, je suis énervé. Pour continuer en si bon chemin, la musique de John Williams... Bah c'est John Williams, quoi, il fait des trucs, il fait des cartons, le mec à chaque fois, il fait des musiques dont on se souvient et tout. Bon, même si en ce moment... Mais c'est pas la question. Sur le film d'Harry Potter, il a fait un thème qu'on connaît tous. Et pour le scénario, eh bien on se base sur le monomythe qui est connu de beaucoup de gens. C'est-à-dire c'est le même schéma narratif qui est utilisé par Seigneur des Anneaux, Star Wars et tout ça. Et donc c'est l'univers et les personnages qui rend le tout un minimum singulier et attachant. Il y a beaucoup de thèmes intéressants à aborder dans ce film, notamment la différence. Vous remplacez les sorciers par n'importe quel sujet, et vous aurez le même truc. Bah ouais. Par exemple, si vous remplacez sorcier par homosexuel, vous vous rendez compte avec la réaction de la famille des Dursley, oh mon dieu tu es sorcier, oh mon dieu tu es homosexuel. Il y a donc cette différence qui est notable. On continue bien sûr avec l'amitié, hein. Je ne sais même pas si j'ai besoin de le préciser, l'amitié qui est omniprésente au sein de l'œuvre. Hein. Harry, Hermione, Ron, le trio, on se lâchera jamais, on est des boy scouts, ouais, tout ça. Et pour finir, la découverte de ses origines. On a ça dans plein de films qui adaptent le monomythe. Voilà, et le héros qui découvre qu'en fait ses parents étaient des sorciers, qui lui ont laissé de l'argent, que lui-même est un sorcier, du coup il va embrasser sa destinée. On a ça dans plein de films et c'est très bien abordé dans celui-là. J'ai rien à dire. Donc voilà, Harry Potter 1, un film fantastique réussi avec certes quelques défauts. Oui, les Potterheads, Harry Potter a des défauts, arrêtez. Et donc un film qui a donc beaucoup de qualité. Nous allons donc passer au deuxième opus de la saga de notre petit sorcier à lunettes, Harry Potter et la Chambre des Secrets, sorti en 2002. Donc dans ce deuxième film Harry Potter, Harry est de retour chez les connards de Dursley, hein, comme d'habitude. Toujours aussi chiant. Et donc il reçoit la visite d'un elfe de maison, Dobby. Casse les couilles. Donc Harry l'envoie se faire foutre, et après 50 ans merde, il arrive enfin à retourner à Poudlard. Seulement, attention, des mystères englobent l'univers d'Harry Potter, et peut-être que l'école a fermé parce que peut-être il y a un truc qui rôde dans les parages et qui tue les élèves. Ou du moins les met dans le coma, je n'ai pas très bien compris. Enfin si, mais... Hein. Donc à mon sens, ce film est meilleur que le premier. Toujours réalisé par Chris Columbus, j'ai l'impression qu'il a quand même tiré un peu plus des erreurs qu'il a fait dans le premier. Du coup, côté acteur, eh bien, les trois quarts du casting est le même, donc j'en parle pas de cela. Par contre, on découvre Gilderoy Lockhart, joué par Kenneth Branagh. Mon accent est parfait. Et du coup, son personnage est, de par sa vanité, extrêmement drôle. Je lui ressemble un peu. Et parlons de Dobby. Ah, ce cher Dobby que vous adorez et que vous pleurez à chaque fois qu'il meurt. Oui, spoiler, il meurt. Ah, je suis désolé, c'est juste un elfe masochiste ressemblant à Gollum et qui, en essayant de sauver Harry Potter, risque le plus de le buter. Je suis désolé.
le cognard par exemple. Dans cet opus-là, on fait aussi la connaissance de la famille nombreuse qui touche les allocs, les Weasley, les roux, les sans-âme comme on les appelle. Ah, les roux. On a donc la sœur Weasley qui est à fond sur Harry, qui voudrait le sucer dans les toilettes des filles. On a les frères Weasley, les deux qui jouent au Quidditch et qui sont casse-couilles, mais que moi j'aime bien quand même. On a le grand frère préfet qui suce les boules des gens. On a la mère flippante mais qui est extrêmement attendrissante et que j'adore de tout mon petit cœur. Et on a le père qui est assez singulier et qui demande à Harry à quoi sert un canard au caoutchouc. Bizarre le mec. Pour rester du côté des parents, on a aussi la famille de Blondinet. Les Blondinets. On a donc toujours Malfoy, hein, ce petit con. Potter. Ah, et pour finir, Herr Docteur, nous avons Lucius Nassi Malfoy, le père des Draco Malfoy. Jason Isaac, l'acteur qui est très bon, Dark Good. Très bon acteur. Et pour ce qui est des fantômes, nous avons un Tom Jedusor glaçant et extrêmement flippant, de par son manque d'expression faciale. Et on a Mimi Géniard, qui, comme son nom l'indique, fait chier tout le monde tout le temps à geindre. Géniard. Elle est forte, hein, J.K. Rowling, pour trouver le prénom. Ce film-là règle enfin un des problèmes du premier film, il s'agit de suivre le scénario et de jamais écouter les ressentis des personnages. Par exemple, Harry, au fil de ses aventures et de ses obstacles, on voit enfin ses ressentis. Ce qu'on n'avait pas dans le premier film. Aussi, l'histoire est beaucoup plus mature que dans le premier film. On a un univers qui devient un peu plus sombre déjà. Dans son intrigue, mais pas dans son univers. D'ailleurs, pour l'univers, les décors et les costumes sont toujours aussi beaux. Et la réal reste un peu classique, hein, avec les flashbacks sépia, les décors fantastiques colorés. Ça reste quand même très classique tout ça. Ensuite, pour le thème, enfin le message principal proposé par le film, écoutez, je vais pas m'emmerder la vie, hein, parce que je me fais déjà assez chier dans ma vie, j'ai pas non plus envie de rajouter du travail. On va laisser Dumbledore le dire avec une phrase bien précise. Allez. Ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent ce que nous sommes. Ce sont nos choix. Donc voilà, vous avez bien écouté Dumbledore. Je peux pas faire plus concis, plus clair que ça. C'est un très beau message, attention, hein, je ne le dénigre pas. Mais voilà, du coup, c'était le message du film. C'est simple, basique. Je citerai le salle maintenant. Ah, et inutile de le préciser, la musique est toujours aussi bonne, hein, John Williams, tout ça, j'ai pas besoin de le préciser. Qu'est-ce qu'on se fait chier dans cette critique, hein. Enfin bref, ce film est meilleur que le premier, il pallie aux erreurs du premier film, et donc maintenant nous allons passer au meilleur film pour moi, parce que bien sûr tout le monde le déteste, et c'est évident, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, sorti en 2004. Après 2 films, Chris Columbus tire sa révérence pour plus se consacrer à ses enfants, et le film va être confié à Alfonso Cuarón, j'ai fait des cours d'espagnol, qui a réalisé Gravity et Les Fils de l'Homme. Très bon film. Dans ce film-là, encore, Harry est encore chez ses putains de Dursley pour récupérer sa PS4 et son RSA. Seulement le problème, c'est qu'il y a la sœur de l'oncle Vernon, une méchante, encore plus méchante que les méchants, qui est venue pour casser les couilles et critiquer les parents d'Harry Potter. C'est vrai qu'insulter les parents morts d'un gamin qui est orphelin et qui se fait martyriser, c'est vrai que c'est drôle. Et donc, après avoir fait gonfler la sœur comme un ballon et lui envoyer se faire foutre au 7e ciel, il décide de se barrer pour aller vite fait à Poudlard, mais il découvre, attention, mystère public, que Sirius Black veut le tuer. Attention! Ce film est mon préféré et pas sans raison. C'est-à-dire que Cuarón a son propre style qui donne une atmosphère et un ton très particulier au film. Le changement de ton au sein de la saga passe vraiment bien. Premièrement parce que ça fait 2 ans qu'on connaît le Poudlard, qu'on est à la place d'Harry, donc dans un point de vue relativement subjectif vu qu'on s'associe à ce personnage, et que du coup, au bout de 2 films de 2 heures, au bout de 2 ans passés à Poudlard, eh bien, on est moins émerveillé parce qu'on a l'habitude de voir, tout comme Harry. Donc c'est normal que nous qui sommes à la place de ce petit sorcier à lunettes, nous voyons comme lui. C'est-à-dire qu'au début, on voit de manière émerveillée un univers qu'on ne connaît pas, et on finit par, au final, être habitué à cet univers. Comme nous, on regarde l'univers normal. Ensuite,
Le fait qu'on ait connu des enfants à 11 ans, que maintenant ils ont 13 ans, ils rentrent dans l'adolescence, que les hormones se réveillent, eh bien ça explique beaucoup de choses. Je veux dire, le fait que l'univers soit un peu plus sombre, que ce soit dans le langage filmique, ou que ce soit dans l'histoire, c'est logique finalement. Les enfants grandissent, ils passent par une période par laquelle je suis passé, par laquelle toi tu es passé, ou tu vas passer, ou tu es en train de passer d'ailleurs peut-être. Tu sais, cette période où tu n'aimes rien, oh, la vie c'est de la merde, l'école c'est de la merde, mes parents je les aime pas, ils me comprennent pas, je veux être à The Voice, ils sont pas contents, je suis trop déprimé, j'écris des poèmes avec mon sang. Aussi, comme je l'ai dit précédemment, le changement de ton du film s'exprime visuellement, avec le style de Cuarón. Je veux dire, on passe d'un film de Columbus avec une large palette de couleurs chaudes, le jaune, le rouge, l'orange, vraiment un ton très très chaud, très chaleureux justement. Alors dans le film de Cuarón, c'est plus une ambiance sombre avec des teintes bleutées, bleu nuit, vraiment. Un peu dans le bleu nuit, le noir, tout ça. Dans cette teinte-là, vraiment très froide, très lugubre. Oh la transition! Ce qui rapproche un peu du personnage du professeur Lupin. Lupin, Lupus, le bleu nuit avec le loup-garou, la pleine nuit. Lupin, Lupus, Dr House. Je vais beaucoup trop loin. Et les transitions, putain! Qu'est-ce que j'aime les transitions de Cuarón dans ce film. Que ce soit l'iris dans l'œil de Harry Potter, ou que ce soit son reflet dans l'eau, ce mec fait des putains de transitions ultra fluides et qui ne lâche jamais le récit. C'est génial. Je me masturbe dessus tellement c'est cool. Comment on supprime ça du montage là? Parce que je crois que je suis un peu déconné. Ensuite, pour pas donner que des bons points au film, c'est vrai que Cuarón a fait des changements plus ou moins discutables avec l'œuvre et avec ce qui avait déjà été fait. Par exemple, la place du Saule Cogneur ou de la cabane de Hagrid, qui ont totalement changé de place en 2 mois de vacances à Poudlard, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Ça laisse perplexe, mais moi personnellement, l'ayant vu étant gamin et n'ayant pas fait attention à l'époque, bah, ce changement est plutôt passé comme une lettre à la poste. Et un truc un peu plus gênant par contre, c'est le changement des tenues de Harry Potter et de ses amis qui sont passés en 2 mois de tenues très strictes, très école privée quoi. Un truc genre hey, nique ta mère, je m'habille comme je veux, niquez-vous. Ça marque bien l'adolescence qui arrive avec le côté je m'en foutiste des ados. Aïe, les dislikes. Mais par contre, ça me laisse quand même un peu perplexe. Après, je vais en décevoir certains, mais je suis désolé, je vais défendre le design du loup-garou dans Harry Potter 3. C'est-à-dire que, c'est pas pour troller, mais personnellement, je préfère une créature qui est totalement réinventée par son design, qui fait un truc totalement différent de ce qu'on a déjà vu, plutôt que, comme dans, par exemple, je sais pas, Twilight, c'est pas pour clasher Twilight, comme dans Twilight, où on te montre un gros chien énorme, en fait. Et je n'aime pas spécialement les détraqueurs, il y en a beaucoup qui en sont en kiff sur eux, mais personnellement, bah, comme beaucoup de choses dans Harry Potter, j'arrive pas à m'ôter de la tête que ça ressemble beaucoup trop à certaines créatures de Tolkien. Pour les acteurs qu'on connaît déjà, ils sont toujours aussi bons. Les enfants se sont améliorés car ils ont eu des cours de comédie et certains en avaient besoin. Hermione. Et du coup, on découvre des petits nouveaux comme Gary Oldman dans le rôle de Sirius Black que j'adore, qui a un personnage à 2 facettes, le côté fou et le côté tonton gentil. Mais pas seulement, vu qu'on a Rémus Lupin, qui est un personnage génial, qui est le meilleur prof qu'on a eu dans Poudlard, je suis désolé, je le kiffe. Et on a eu Michael Gambon qui a remplacé Richard Harris qui est décédé pour le rôle de Dumbledore. Et je suis désolé, Michael Gambon fait un Dumbledore beaucoup plus vivant. C'est pas ce que je voulais dire. La dernière nouvelle, il s'agit du professeur Trelawney joué par Emma Thompson qui reste ultra flippante et qui me fait étrangement penser à ma mère. Après, la musique de John Williams, à part 2-3 nouveaux morceaux, c'est toujours aussi bon, mais ça va pas changer, c'est les mêmes musiques. Donc le 3e film constitue un réel renouveau pour la saga avec une évolution qui rend la saga réellement intéressante et que va poursuivre le 4e film qui est objectivement très bon mais que je n'arrive pas à autant apprécier. Il s'agit de Harry Potter et la Coupe de Feu réalisé par Mike Newell, sorti en 2005. Cuarón ne voudra pas réaliser le 4e film et donc ce dernier va être confié à Mike Newell, à qui on doit Donnie Brasco ou 4 mariages à l'enterrement.
Cette fois-ci, on ne retrouve pas Harry chez les Dursley, mais directement chez les Weasley, pour aller voir la Coupe du Monde de football. Non, de Quidditch, pardon. Là-bas, il va se faire attaquer par les Mange-Morts, pardon. Les partisans de Voldemort. Cette année, il y a quelque chose de nouveau à Poudlard, c'est-à-dire qu'ils vont organiser une espèce de concours des 3 sorciers. C'est-à-dire qu'il y a 3 écoles, et chaque école va sélectionner une personne pour participer à 3 tâches mortellement mortelles. On a donc droit à Monsieur Débile, Blonde Inutile et Vampire qui brille au soleil. Trop bien! Seulement, comme vous savez qu'Harry Potter est né sous une étoile qui lui chie à la gueule, et ben, même s'il n'a pas mis son nom dans la coupe de feu, il va y avoir son nom. Et comme le gouvernement sorcier s'en contrebat les couilles des lois, comme quoi le gamin, eh ben, il a pas l'âge pour participer, eh ben, nique ta mère, tu participes quand même, même si t'as pas envie. Du coup, tournoi des 3 sorciers avec 4 sorciers. Super, hein? Vous aimez le monde magique? Mignon. Alors, que penser de ce Harry Potter et la coupe de feu? Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, même s'il fait pas partie de mes films préférés de la saga, il faut reconnaître qu'il est objectivement très bon, à commencer par une histoire réellement prenante. Et oui, l'histoire est de plus en plus sombre, c'est-à-dire qu'on plonge un peu plus dans la merdasse du monde des sorciers. On commence à avoir une histoire réellement adulte, sérieuse, pour pas dire morbide. Ce film aussi a sa propre identité visuelle, c'est-à-dire que dans les 2 premiers films, on a une ambiance plutôt chaleureuse, une image vraiment avec des couleurs chaleureuses, justement comme je le disais. Un 3e film avec des couleurs plutôt bleu nuit, à l'aquarone. Et cette fois-ci, les images sont ternes, les images sont réellement désaturées. C'est donc dans ce film que nos héros passent donc dans cette magnifique période qu'on appelle l'adolescence. Ah, que de bons souvenirs! C'est donc dans ce film que le sexe arrive avec leurs petites hormones qui les titillent, entre Hermione qui veut se faire un gros bodybuildé, et Harry qui fantasme sur les asiatiques, Ron qui veut se faire une blonde, que du cul. Juste comme ça, hein, je critique pas le sexe ni le film, c'est juste que ça me fait rire. Et donc vous l'aurez compris, ce film est un peu plus dark pour les ados avec leur coupe cheveux longs comme on a tous eu dans ces années-là. Les années 2000. Que de souvenirs. Et je suis désolé McNoël, je t'ai vu, petit coquinou. Tu as fait une erreur dans ton film, et oui. C'est-à-dire que tu as retiré les fantômes, ou alors tu les as rendus tellement moins présents qu'on ne les voit quasiment plus. Et c'est une erreur, je suis désolé. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que c'est une question de cohérence. Ce n'est pas parce que le film change d'ambiance et devient encore plus sombre que tu dois enlever les fantômes. Là, sinon ça veut dire qu'en 2 mois les fantômes ils se sont tous barrés. Et ce n'est pas vrai, donc c'est pas cohérent. C'est un faux raccord. Là Michel, il y a une perche dans le champ. Après pour les acteurs, on va pas énumérer ceux dont on a parlé avant. Zou, il joue toujours aussi bien. Mais par contre on a des nouveaux venus avec David Tennant, notre Doctor Who préféré dans le rôle de Barty Croughton Jr. On a Maugrey Folleuil qui est juste un personnage génial. Tout le monde kiffe Maugrey Folleuil. Et aussi par contre on a du moins bon. On a du moins bon, je vais vous expliquer pourquoi. On a un Robert Pattinson dans le rôle de Cédric Diggory qui est facilement oubliable. On a Fleur Delacour et Victor Crumb, oubliable. Et on a Cho, une asiatique bonne, mais que je déteste. Mais pour ça, je vais vous le réserver pour la 2e partie avec le 5e film, quand même. Bon, après, on a de super événements dans le film. Hein. Le retour de Voldemort, putain, tout le monde s'en souvient. Tu dis 4e film de Voldemort, tu vois. Et après, t'as la mort de Robert Pattinson, putain, qui n'est pas content? Merde. Et après, il y a Petit Gros. Alors, putain, lui, si je le vois, je m'arrache sa gueule. Quoi qu'il a tué Pattinson, donc est-ce que j'ai envie de le frapper ou de l'embrasser? Je ne sais pas. Ensuite, Ralph Fiennes qui interprète Voldemort, c'est juste génial. Le mec, tu sens vraiment que ça fait des années qu'il en chie à cause d'un pauvre gamin de CM2. Donc le mec, tu vois qu'il a envie de le baiser, tu le sens, tu le sens. Ensuite, les musiques sont géniales dans ce film. Je veux dire, on enlève John Williams, mais par contre, on a Patrick Doyle qui revisite les thèmes qu'on connaît déjà de la saga et qui en invente d'autres et qui sont géniaux. Je veux dire, par exemple, on a une scène pendant le bal de Noël
où t'as des rockers qui arrivent et qui font leur musique, quoi. Je veux dire, du rock dans Harry Potter, tu dis, c'est totalement génial, c'est inventé, tu vois, c'est vraiment, c'est révolutionnaire. Enfin voilà, un 4e film très bon, mémorable, mais qui personnellement est quand même pas mon préféré. Et ça reste subjectif. Enfin bref, c'était mon avis sur les 4 premiers films de la saga Harry Potter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses ou qu'elle aura été constructive, que vous vous êtes bien amusé, que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à me donner de l'argent, un rein, faites ce que vous voulez. Et donc on se retrouve pour la vidéo des 4 derniers films de la saga Harry Potter. A bientôt les amis. Leviosa!